Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir pour cette première table ronde du dimanche qui s'appelle le dispositif cinématographique nolanien à la frontière du jeu. Nous sommes deux intervenants pour cette table ronde. Je vous présente Ismaël Geoffroy Chandoutis, qui est artiste et cinéaste, qui fait partie de la Biennale Nemo et qui présente l'installation Madotsuki The Dreamer. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés Donatien Aubert, qui est artiste-auteur et qui présente aussi une pièce à la Biennale Nemo qui est Veille Infinie. Merci Ismaël. Au cours de cette table ronde, nous aurons l'occasion de décrire quel subterfuge emploie Christopher Nolan pour insuffler à son cinéma de la radicalité, alors qu'il est empreint de classicisme. En combinant des stratégies esthétiques éprouvées par le cinéma hollywoodien à des méthodes avant-gardistes, Nolan réalise des films difficiles à catégoriser. Ils pourraient être qualifiés de blockbusters expérimentaux. Dans une première partie, je montrerai quelles références classiques et modernes Nolan mobilise pour aborder de façon combinatoire les récits qu'il souhaite raconter. Alors qu'il travaille de façon procédurale, il réussit à les laisser ouverts quant à leur interprétation dans une perspective ludique. Et donc moi, je serai dans la continuité de Donatien en proposant une hypothèse de réflexion autour de Nolan comme étant un game designer qui ne dit pas son nom. En préambule à ma présentation, je vais rappeler brièvement quelles obsessions guident Nolan lorsqu'il écrit et réalise ses films. Pour instiller du jeu dans l'expérience du spectateur, Nolan l'invite à recomposer le cours des événements grâce à un montage non linéaire, contre-intuitif, l'invitant à un véritable jeu d'enquête. Le spectateur de Nolan connaît les règles du jeu. Il n'y a pas de Deus ex machina. La résolution du film lui est généralement présentée dès les premières secondes du long métrage. Tom Shawn, l'auteur des Nolan Variations, explique notamment sa fascination pour l'écoulement du temps par la biographie complexe de Nolan, partagée entre le Royaume-Uni et les États-Unis, et une adolescence austère, vécue de manière stricte et disciplinée dans le pensionnat de Haileybury, dans le Hertfordshire, en Angleterre. Le montage de ces films télescope le cours des événements, les présente syncopés. Il avait été sage en choisissant en 2001 Syncopy Films comme nom pour sa société de production. Ce retour à l'enchâssement, dont il sera également question plus tard ce soir, pour une table ronde dédiée, se traduit aussi dans l'univers visuel de ses projets. Enfin, Nolan est passionné par la mémoire, et c'est vraiment ce qui va m'intéresser dans ma présentation. Ces films explorent les différentes ressources que nous mettons à notre disposition pour conserver nos souvenirs. Nolan dispose d'un talent réel pour montrer la faillibilité des souvenirs et l'impermanence de la mémoire. Enfin, il présente comment la nostalgie fait survivre dans nos vies des affects, des dispositions, des comportements appartenant au passé. En mettant en scène des personnages piégés dans des boucles mnésiques, Nolan crée des trames narratives éclatées. Le montage, évidemment, renforce ces effets. Le point focal des films de Nolan n'est jamais la quête, vraiment jamais, à laquelle se livrent ces personnages. Contrairement aux apparences, c'est bien plutôt leur évolution psychique, leur rédemption ou leur enfermement dans la culpabilité qui vont intéresser Nolan. Pour lancer ces récits, Nolan va mener ses personnages et les spectateurs vers la concrétisation d'un objectif bien précis, assimilable au MacGuffin hitchcockien. Hitchcock a défini le MacGuffin lors d'une conférence donnée en 1939 à l'Université Columbia. Au studio, nous appelons ça le MacGuffin. C'est l'élément moteur qui apparaît dans n'importe quel scénario. Dans les histoires de voleurs, c'est presque toujours le collier, et dans les histoires d'espionnage, c'est fatalement le document. On peut reproduire ce schéma pour réinterpréter la plupart des films de Nolan. Il les caractérise avant tout comme des films d'enquête. Ils ne trouvent leur résolution que lorsque son protagoniste a une épiphanie sur sa propre identité. Et ça, c'est vraiment important. Bien souvent, Nolan va utiliser un objet allégorique
pour représenter en un plan seulement l'orientation générale à laquelle vont obéir ces personnages. Je vais revenir brièvement sur une grande partie de sa filmographie, en préambule toujours. Dans Following, sorti en 1998, le jeune homme et auteur amateur veut comprendre les motivations de Cobb, un truand, cambrioleur et sociopathe, pour mieux pouvoir écrire un tel personnage pour ses potentiels romans. Il finit par se conformer au mode de vie du sujet qu'il étudie, jusqu'à ce que celui-ci l'incrimine à sa place. La boucle d'oreille du personnage féminin, crédité La Blonde au générique, véritable femme fatale, sert à la fois de symbole de la déchéance morale du protagoniste, alors qu'il commence à voler divers objets, et d'élément narratif moteur. Placée par Cobb dans l'appartement où la blonde sera assassinée, la boucle d'oreille lui permet d'incriminer à sa place le jeune homme. Le fait qu'elle soit située sur une partition a une valeur métaphorique. Cobb mène les autres personnages à la baguette. Et vous remarquerez aussi, si vous l'avez revu récemment, que ce plan est situé à peu près pile au milieu du film. Comme assez souvent, Nolan va utiliser le montage justement pour bien insister sur ces objets. Dans Memento, sorti en 2000, Leonard Shelby tient un certain John G. pour responsable du viol et du meurtre de sa conjointe. À la suite d'un traumatisme crânien, la mémoire de court terme de Shelby est devenue inopérante. Il s'astreint à des conditionnements stricts pour concrétiser ses objectifs. Malgré les avertissements qu'il s'est offerts à lui-même sous la forme de tatouages, « Memory is treachery », la mémoire est traître, l'un des premiers tatouages visibles au cours du film, alors c'est pas tout à fait le premier, mais il arrive quand même assez rapidement dans le film, Shelby ne parvient pas à réaliser qu'il a lui-même procédé à la manipulation de ses souvenirs. Tuer John G. tient du MacGuffin, mais la révélation du film est plus troublante et intéressante. Shelby n'arrive pas à s'émanciper de son désir de vengeance, alors qu'il est lui-même responsable de la mort de sa conjointe. Dans Insomnia, sorti en 2002, le capitaine Will Dormer et son partenaire Hap Eckert partent à Nightmute, en Alaska, à la recherche de l'assassin de Kay Connell, 17 ans. Dormer découvrira qu'il s'agit de Walter Finch, un auteur de romans noirs. L'identification de l'assassin va servir de MacGuffin pendant la première partie du film. Dormer va embrasser lui-même les codes de l'assassin qu'il pourchasse pour maquiller le fait qu'il a tué son coéquipier. Par erreur ou par intérêt, le film sur ce point reste ambigu. La dissimulation de l'arme du crime et sa substitution par le revolver de Walter Finch occupent une large part du scénario. Le revolver va servir de symbole à la culpabilité de Dormer tout au long du film. Dans Le Prestige, sorti en 2006, Robert Angier cherche à connaître le secret du tour d'Alfred Borden, intitulé The Transported Man, et se refuse à croire qu'il repose simplement sur l'usage d'un double. Pour performer un tour plus réussi que celui de Borden, Angier est prêt à un pacte faustien, tiré parti de l'inventivité d'un scientifique génial, Nikola Tesla, pour se dupliquer vraiment. Angier fait un choix monstrueux, se supprimer personnellement, chacune de ses copies. Les chapeaux dupliqués lors du calibrage de la machine de Tesla ont une fonction métaphorique centrale dans le récit. Le film s'ouvre d'ailleurs sur cette séquence et il sera aussi l'avant-dernier du long métrage. Dans Inception, sorti en 2010, l'équipe menée par Dominic Cobb, spécialisée dans l'extraction de secrets industriels dans le subconscient de sujets endormis, accepte un travail inhabituel. Faire germer chez Robert Fisher, le fils d'un riche industriel, l'idée que son père souhaite le voir s'émanciper de l'empire familial. Il acceptera ainsi le démembrement de l'entreprise, se trouvant dans une situation monopolistique dangereuse qui menace l'équilibre géopolitique mondial. Cet objectif, parvenir à l'inception du sujet, lui faire croire que cette idée est la sienne après avoir pénétré son subconscient, est perturbé par Cobb, envahi d'un sentiment de culpabilité irrépressible, celui d'être responsable du suicide de sa conjointe, Mal, en l'obligeant à douter de sa propre réalité. L'objet totem de Mal, une toupie qu'il va s'approprier, symbolise cette relation coupable. Dans Interstellar, sorti en 2014, alors que la Terre se meurt,
Joseph Cooper quitte ses enfants et les abandonne à un avenir incertain, dans le but de trouver pour eux une future planète habitable. Il ne sait pas s'il les retrouvera et si oui, quand. Murphy Cooper plaide auprès de son père pour qu'il reste à ses côtés. Grâce à une boucle temporelle, l'astronaute s'aperçoit à la fin du film qu'il communiquait avec sa fille depuis son enfance afin de l'aider dans sa mission. La montre qu'il lui a offerte symbolise à la fois leur relation et la cyclicité de l'intrigue. Pour permettre l'envoi d'un message en morse, la trotteuse de la montre est bloquée dans une oscillation permanente, à l'image de Cooper bloqué entre le passé et l'avenir. Dans Tenet, sorti en 2020, le MacGuffin est cette fois-ci un objet matériel concret, l'algorithme que tient ici Ives sur son épaule. Il s'agit de la transcription tangible d'une formule mathématique permettant d'inverser l'entropie. Les héros du film partent à la recherche de ces parties constitutives pour mieux les cacher ensuite et en préserver le secret. À l'issue du film, le protagoniste, qui est vraiment crédité comme tel au générique, arrive à la réalisation qu'il n'est pas prisonnier d'une machination dont il ne serait qu'un pion, comme l'est le personnage principal de La Jetée de Chris Marker. Au contraire, il est l'instigateur de l'essentiel des événements de la boucle temporelle dont on vient de voir le déroulé en tant que spectateur. Cette épiphanie personnelle clôture Tenet. Vous l'aurez compris, les intrigues de Nolan sont complexes et ne sont pas toujours aisées à suivre. Pour leur donner de la stabilité et de la consistance, il va avoir recours à des subterfuges intelligents. Il résout cet enjeu à travers l'usage de décors facilement identifiables, qui vont permettre de donner de la structure au récit en lui conférant une sémantique spatiale particulière. Donc chez Nolan, l'espace est au moins aussi important que le temps. Cette technique de mise en scène a été particulièrement développée pour Inception. L'environnement du rêve est composé d'architectures permutables, à l'image de l'impermanence de nos pensées et de notre mémoire. L'espace mental des personnages d'Inception est donc idéal pour mettre en scène leurs atermoiements moraux, leurs doutes, leurs regrets et leur culpabilité. Dans ce but, Nolan s'est inspiré d'un ensemble d'heuristiques qui furent importantes pour la culture européenne. Les arts de la mémoire, permettant de structurer sa pensée sous la forme d'images allégoriques distribuées dans des espaces mentaux, architecturés délibérément pour favoriser leur remémoration. Ayant écrit une thèse au sujet des arts de la mémoire, ce lien m'a évidemment paru d'office, mais j'ai découvert avec plaisir qu'il avait aussi été remarqué par plusieurs critiques pour comprendre le cinéma de Nolan. Le plus récemment, par Xavier Mauméjean, dans le numéro de la 7e Obsession dédié à Christopher Nolan. Pour bien que vous saisissiez comment les arts de la mémoire sont réemployés dans les films de Nolan, je vais introduire une parenthèse dans ma présentation pour que vous sachiez comment ils étaient pratiqués. Cette heuristique conférait aux personnes versées dans sa pratique des capacités de rétention mentale prodigieuses, une caractéristique qui la rendit particulièrement appréciée dans les milieux savants durant l'Antiquité et à l'époque médiévale, alors que l'imprimerie n'existait pas, puis une fois celle-ci démocratisée à la Renaissance, pour mettre en ordre des savoirs devenus proliférants. Les arts de la mémoire reposaient sur une conduite intellectuelle stricte. Il réclamait des personnes versées dans sa pratique d'associer aux souvenirs qu'il souhaitait conserver des allégories ou des images frappantes, phantasmata en grec ou imagines agentes en latin, qu'il devait ensuite placer dans des espaces mentaux, topoi en grec ou loci en latin. Ces chambres intérieures étaient construites selon leur fantaisie ou d'après des lieux réels, dont il devait avoir une connaissance approfondie et intuitive. Vous deviez donc vous immerger mentalement dans des espaces où vous alliez distribuer les éléments dont vous souhaitiez vous rappeler. L'enchaînement des images de mémoire, conditionné par le déplacement d'un lieu de mémoire au suivant, d'un locus au suivant, permettait, grâce à des jeux d'association savants, de rappeler à soi le souvenir d'un poème, d'une plaidoirie, d'un discours. Philologues, poètes, rhéteurs, juristes, tribuns ou étudiants, ils pratiquaient tous quotidiennement cet art afin d'ordonnancer et de préciser leurs connaissances. Cette heuristique s'appuie sur un riche patrimoine d'images qu'ont méticuleusement construit des générations d'artistes. Dans l'Antiquité, ces méthodes étaient connues des Grecs et des Romains sous le nom d'artificiosa memoria, ou de mémoire artificielle.
Cette appellation vous rappellera sans doute celle plébiscitée aujourd'hui d'intelligence artificielle. Ce n'est pas par hasard, mais il serait un peu long d'en parler ici. Les Grecs et les Romains l'appelaient ainsi parce qu'ils avaient compris qu'on se souvenait mieux d'un événement biographique si on le situait, si on le plaçait dans un lieu. En abusant ces procédures naturelles de mémorisation du cerveau, il devenait facile de se souvenir d'éléments abstraits en leur donnant justement une station mentale. Ces heuristiques ont déterminé pendant presque 2 millénaires la transmission des savoirs et ont attisé des débats philosophiques structurants pour le développement de la culture européenne. À partir des années 1960, plusieurs universitaires attachés à décrire leur centralité dans le développement des mentalités scolastiques, humanistes, néoplatoniciennes et baroques ont écrit à ce sujet. Alors, il y a notamment un livre très célèbre écrit par l'historienne britannique Frances Yates, qui porte le nom de The Art of Memory, publié en 1966 et qui a été traduit en français par Daniel Arras. L'illustration présentée ici de Robert Flood et qui date de la Renaissance montre un sujet mémorisant plusieurs images mentales de part et d'autre d'un lieu de mémoire que vous voyez au centre. Il sollicite pour y parvenir l'oculus imaginationis, l'œil de l'imagination. Il existe un riche patrimoine de lieux de mémoire. Ils pouvaient être totalement personnels ou, à l'inverse, partagés. C'est de là d'où vient l'expression « lieu commun » dans le langage courant. La mémoire artificielle peut être performée à l'échelle d'une ville, comme dans les questions romaines de Plutarque, écrites dans le but d'introduire les citoyens de l'Empire aux mœurs de Rome. On retrouve une telle dimensionnalité des projections mentales dans Inception. Les arts de la mémoire peuvent aussi être pratiqués à l'échelle d'une maison ou d'un palais, comme le recommande le jésuite Matteo Ricci quand il plébiscita la technique des palais de mémoire à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe. Les traités de rhétorique précisent enfin que la mémoire artificielle pouvait également être pratiquée à l'échelle d'une chambre, voire même d'un espace plus petit, comme un entrecolonnement ou un meuble. On retrouve toutes ces unités spatiales dans Inception de Nolan. La chronique de Paros, dont vous voyez ici une reproduction, rapporte l'invention de cette technique à Simonide de Chéos, un poète lyrique grec du 5e siècle avant notre ère. Simonide avait été choisi par Scopas, un noble de Thessalie, donc une région centrale de la Grèce contemporaine, pour donner un panégyrique en son honneur, une ode si vous préférez. Simonide est invité chez Scopas dans un grand palais où un banquet est donné en son honneur. Il monte sur scène et commence à déclamer ses vers. Mais au milieu du poème, ses vers viennent à lui manquer et il décide de dédier le reste de son temps à Castor et Pollux, les demi-dieux protecteurs vers lesquels se tournaient les Grecs lorsqu'ils requéraient assistance. À l'issue du poème, Scopas vient le voir et lui dit qu'il ne lui paiera que la moitié du salaire qui lui était dû, précisément parce qu'il a dédié la moitié du poème aux deux demi-dieux. Sur ces entrefaites, un serviteur arrive et prévient Simonide que 2 jeunes gens l'attendent à l'extérieur. Simonide sort mais ne trouve personne. Évidemment, selon la légende, il s'agirait de Castor et Pollux. Pendant qu'il est dehors, le toit de la salle du banquet va s'effondrer en tuant tous les convives sur le champ. Le lendemain, les proches des invités, conviés sur les lieux, sont invités à les reconnaître, mais leurs corps ont tellement été pressés sous les décombres qu'il est impossible de les reconnaître. Simonide va alors s'apercevoir qu'il peut les leur indiquer parce qu'il se souvient de leur emplacement autour de la table. Et c'est sur la base de cette légende que vont être créées les techniques relatives à la mémoire artificielle. Dans les villas antiques de Pompéi et de Bosco Reale, on a trouvé des fresques structurées selon les règles de la mémoire artificielle, avec des images marquantes présentées sous la forme d'allégories, insérées dans des lieux de mémoire, présentées sous la forme de loggia ou de terrasses en saillie. Vous avez par exemple ici Hercule étranglant les serpents à gauche ou Panthée déchirée par des ménades à droite. Dans cette autre image, vous avez uniquement une frise de lieux de mémoire que les sujets pouvaient investir eux-mêmes avec leurs propres images. Le rapport fond-forme est pensé à l'époque en analogie avec le théâtre. Les lieux de mémoire que vous déployez mentalement constituent des scènes et les objets que vous allez distribuer sur ces scènes, donc les imagines agentes, les images agentes, sont assimilables à des personnages.
À l'époque scolastique, ces méthodes vont être redécouvertes par des théologiens comme Albert le Grand et Thomas d'Aquin. Les grands récits littéraires de l'époque, comme la Divine Comédie de Dante, vont être structurés autour des mêmes règles de découpage spatial. L'intensité et la précision croissante des descriptions mobilisées pour caractériser les supplices des enfers se conforment aux règles des traités antiques d'art mnémonique, suggérant que l'usage d'images poignantes, autrement dire violentes, rendrait les contenus auxquels elles renverraient plus aisément mémorisables. La redécouverte de la mémoire artificielle classique au XIIIe et XIVe siècle, désormais connue sous le nom d'art de la mémoire, croisée à la diffusion de traités d'optique arabo-perse, vont favoriser l'avènement du paradigme perspectif. Les fresques de la chapelle de l'Arena à Padoue, réalisées par Giotto, respectent scrupuleusement les règles propres aux arts de la mémoire. La chapelle intègre même une frise allégorique dans son soubassement, qui obéit au même schéma mnémotechnique. Alors là, je vous ai choisi la justice, ça me paraissait pertinent pour parler de Nolan. Le studiolo de Frédéric III, comte de Montefeltre, duc d'Urbino, obéit à des spécifications scénographiques similaires. Des armoires cachées derrière des panneaux allégoriques en intarsia, donc des pièces de bois marquetées, représentent les arts libéraux. Lorsque vous ouvrez ces armoires, vous trouverez à l'intérieur des tiroirs, eux-mêmes ornés de lieux de mémoire dans lesquels s'insèrent des allégories qui précisent le type de contenu qu'elles renferment. L'enchâssement peut même se poursuivre avec de petites cassettes ou cassettini où peuvent se trouver des objets précieux. Le studiolo est surmonté de portraits des hommes illustres, dont une partie est aujourd'hui conservée au Louvre. Ce vaste système de renvoi est l'occasion pour le duc de s'affirmer dans un scénario mythologique dont il apparaît comme l'ultime acteur. La dialectique image et lieu de mémoire est clairement explorée dans ce panneau. L'Intarsia rappelle que la prospérité dont jouit le duché, donc représenté par la corbeille de fruits, tient à la providence, symbolisée par l'écureuil, à laquelle Frédéric III soumet ses jugements. Le territoire du duché lui-même couvre tout l'horizon, visible depuis les entrecolonnements du palais. Donc, vous voyez ici une intarsia qui met en abîme l'espace du cabinet, les essences de bois représentant elles-mêmes dans leur disposition une nouvelle étude, semblable à celle du comte de Montefeltre, avec des livres et un lutrin. Le premier traité de muséologie, écrit en 1565 par Samuel Kiekeberg, à droite, intitulé Vel tituli theatri amplissimi, explique justement que la meilleure manière d'organiser l'espace du studiolo, du Wunderkammer, donc la chambre des merveilles, ces espaces qui constituent finalement des proto-cabinets de curiosité, est de les faire justement reposer sur les arts de la mémoire. Et ce processus est récursif. Le cabinet ne décrit plus seulement une salle, mais aussi la pièce de mobilier avec laquelle le savant ou le collectionneur organise sa pensée. Le cabinet intègre une scène miniature à la manière d'un théâtre avec un sol en damier en noir et blanc. Donc toujours la même analogie qui était utilisée dans les arts de la mémoire où les imagines agentes composent des personnages sur une scène. Le collectionneur peut y placer des objets qui prendront donc la forme d'une imago agens, d'une image de mémoire. Il y a quantité d'exemples de cabinets qui ont été créés comme ça du XVIe jusqu'au début du XVIIIe à peu près. Alors, comment ces références sont-elles redéployées dans les films de Nolan ? Dans Insomnia, plusieurs éléments scénaristiques et visuels sont directement inspirés de L'Enfer de Dante. La première fois que Will Dormer est sur les traces de l'assassin, il se trouve dans une cabine isolée dans la forêt. Un lieu classique où, selon les mnémonistes, on perd le fil de sa pensée parce qu'il est difficile justement d'y classer des objets. Selon les codes classiques des arts de la mémoire, et pour la raison invoquée plus tôt, la forêt est donc aussi le lieu de perdition morale. La Divine Comédie de Dante s'ouvre justement dans les mêmes lieux, avant que Dante ne commence sa descente aux enfers. Comme Dante avant lui, Dormer plonge dans la culpabilité en pénétrant très concrètement dans une cavité dans le sol. Celle-ci amène Dante aux enfers et Dormer à tuer son coéquipier. Dormer, piégé dans le brouillard, est en proie à un terrible dilemme moral. Épargner ou non son collègue, qui le menace de porter à la connaissance d'un enquêteur leur manquement à l'éthique policière, qui conduirait à la libération de nombreux coupables.
Plus tard dans le film, alors c'est subtil, mais quand je l'ai remarqué, ça m'a vraiment scotché, Dormer accepte de recevoir les conseils de Walter Finch, l'auteur de romans noirs, qui n'est autre que l'assassin de Kay Connell. En suivant les conseils de Finch, il espère échapper à une condamnation potentielle pour l'homicide de son coéquipier. À ce moment de l'intrigue, et vraiment précisément à ce moment, les deux personnages portent au cours de plusieurs scènes des vêtements de couleur bleue pour l'auteur et assassin, et rouge pour le policier, faisant face à un dilemme moral consistant à reconnaître ou non sa culpabilité. Virgile, l'auteur romain de l'Énéide, porte lui aussi des vêtements bleus lorsqu'il guide Dante dans les enfers, au plus profond de ces cercles. Ce tableau de Gustave Doré illustre bien l'apparence de Virgile et Dante au dernier cercle de l'enfer. Dans la Divine Comédie, le dernier cercle est réservé aux traîtres. Dans la zone la plus profonde, les coupables des plus grands crimes sont congelés dans la glace. Finch, l'assassin de Kay Connell, qui lui vouait sa confiance, habite sur un lac à proximité d'un glacier, comme par hasard. Il connaîtra le même sort que les traîtres de la Divine Comédie. Ces références classiques et humanistes s'hybrident dans certains films de Nolan à des théories sur la cognition directement tirées de la psychologie freudienne. Sigmund Freud comparait la cognition à un iceberg. La partie visible de l'iceberg correspondait selon ce schéma à la conscience et la plus vaste partie de l'iceberg, invisible, au subconscient et à l'inconscient. Le critique Bill Dessowitz révéla que Double Negative, la société d'effets spéciaux de Christopher Nolan, avait effectivement répliqué la dynamique d'iceberg et de glacier pour simuler l'effondrement des immeubles qui bornent les limbes dans Inception. Au début du XXe siècle, le surréalisme avait associé une curiosité pour les arts de la mémoire aux dernières théories freudiennes. Ces images sont par exemple très présentes chez Dali. De Chirico et d'autres surréalistes partagent aussi un goût pour la création d'images mentales et de lieux de mémoire. Vous allez voir, Inception s'en inspire directement. C'est des petits détails comme ça, mais on peut facilement retrouver quels sont les tableaux qui ont inspiré Nolan. Dans les inspirations surréalistes d'Inception, on trouvera encore le travail d'Escher, donc il en sera question tout à l'heure également. Repris pour la scène où Arthur, qui est interprété par Joseph Gordon-Levitt, forme Ariadné à l'édification d'architecture paradoxale. Les environnements numériques créés pour Interstellar reflètent de façon extra-diégétique l'état d'esprit des personnages. Le mur liquide auquel ils sont confrontés à la surface de la planète Miller caractérise bien l'adversité liée à leur première expédition loin du vaisseau Endurance. L'environnement de la planète de Dr. Mann, sans dessus-dessous, avec ses nuages de glace, reflète la traîtrise à venir de Mann, sur le point d'abandonner ses coéquipiers après les avoir piégés. On voit décidément que Nolan associe le mal, la culpabilité, la traîtrise à la glace, c'est vraiment récurrent, manifestement. Le Tesseract reflète l'éclatement de la mémoire de Joseph Cooper dans une saillie visuelle qui est semblable à une expérience de mort imminente. Et enfin, alors que le récit d'Interstellar arrive à son terme, Joseph Cooper repart pour une nouvelle expédition spatiale. La structure cylindrique de la station Cooper, où il retrouve fugitivement sa fille, reflète la cyclicité du récit. Au-delà des références littéraires et picturales, Nolan s'est aussi inspiré directement de sources cinématographiques pour nourrir sa réflexion sur le temps, la mémoire et la permutation des souvenirs. Sa manière de créer artificiellement des contraintes à ses récits pour mieux les faire triompher, dans un exercice de style intelligent et retors, n'est pas à s'en rappeler certaines collaborations fructueuses entre des réalisateurs français et le nouveau roman. En particulier, dans le cas d'Inception, plusieurs critiques et journalistes supposèrent que Nolan avait pastiché l'année dernière à Marienbad, fruit de la collaboration entre Alain Resnais et Alain Robbe-Grillet. La nature indécise des événements présentés dans le film de Resnais, dont on n'arrive pas à déterminer s'ils sont des souvenirs, des projections mentales, voire carrément une réalité holographique, a poussé plusieurs critiques à rapprocher les deux longs métrages.
Dans une interview donnée à Dave Itzkoff pour le New York Times en 2010, Nolan affirme cependant: tout le monde m'accusait d'avoir copié le film, mais je n'avais en fait jamais eu l'occasion de le voir. Je l'ai vu et je me suis dit, oh waouh, les gens vont penser qu'il y a des passages d'Inception que j'ai copiés directement de l'année dernière à Marienbad. Ce que ça veut dire, c'est que j'ai copié les films qui ont copié l'année dernière à Marienbad, sans avoir vu l'original. C'est vraiment à ce point une source d'idées sur les relations entre le rêve, la mémoire et ainsi de suite. Et c'est vraiment ce de quoi traite Inception. Mais notre film a bien plus d'explosions. À mes yeux, je vous le dis comme ça, Nolan n'est pas sincère. S'il dit la vérité, il est probable qu'une ou plusieurs personnes de son équipe ont vu le film de René et que c'est à travers de leur influence qu'Inception a pris cette coloration particulière. Pour que tout le monde puisse resituer l'intrigue de l'année dernière à Marienbad, je vais vous remontrer la bande-annonce sortie à l'époque. Elle révèle l'ambition que portait René dans son film. Il espérait que son film permettrait de changer l'attitude du spectateur au cinéma en le rendant plus actif. On est dans un schéma assez semblable à celui avec lequel Nolan structure ses films. Un grand palace international, immense, baroque, au décor fastueux mais glacé. Un inconnu erre de salle en salle, longe d'interminables corridors à la recherche d'une femme. Il lui dit qu'ils se sont rencontrés déjà l'année dernière. Souvenez-vous. Qu'ils ont vécu une grande histoire d'amour. Il revient maintenant à un rendez-vous fixé par elle-même, qu'il va l'emmener avec lui. Mais la jeune femme dit qu'elle ne le connaît pas. Je vous répète que c'est impossible. Je n'ai même jamais été à Frederiksberg. Il insiste, elle s'insurge. Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez. Je n'ai jamais été avec vous dans aucune Je chambre. ne voulais pas vous souvenir. Parce que vous avez peur. Ne reconnaissez-vous pas non plus cette photographie? La jeune femme cède du terrain. Grave, sûr de lui, l'inconnu accumule des preuves. Qui a raison? Qui ment? L'homme est-il un banal séducteur, un fou? Ou bien confond-il deux visages? Que s'est-il vraiment passé l'année dernière? Voici les questions auxquelles vous, spectateurs, aurez à répondre. Soyez attentifs. Un objet, un geste, un décor. Une attitude, le moindre détail a son importance. Pour la première fois au cinéma, vous serez le co-auteur d'un film. À partir des images que vous verrez, vous créerez vous-même l'histoire d'après votre sensibilité, votre caractère, votre humeur, votre vie passée. C'est à vous qu'il appartiendra de décider si cette image ou celle-là représente la vérité ou le mensonge, si cette image est réelle ou imaginaire, si cette image figure le présent ou le passé. Tous les éléments vous seront donnés, à vous de conclure. Alain Resnais, dont les films Nuit et brouillard et Hiroshima mon amour ont bouleversé les conceptions de l'art cinématographique, et Alain Robbe-Grillet, un des plus célèbres représentants du nouveau roman, ont conçu et réalisé l'année dernière à Marienbad l'œuvre la plus insolite et la plus nouvelle de l'année. L'année dernière à Marienbad vous sera présentée prochainement sur cet écran. Il faut donner du crédit aux journalistes du New York Times. Les deux films présentent de très nombreuses similarités.
Dans les deux films, le couple de personnages déambule dans un environnement semblant infini et à la matérialité douteuse. Les deux films s'articulent autour de mises en abîme qui permettent d'ouvrir le récit à l'interprétation, où commence et où finit le rêve. Dans l'année dernière à Marienbad, lorsque le protagoniste révèle la nature factice de la réalité, les personnages secondaires au comportement d'automates se tendent comme s'ils venaient gripper le fonctionnement d'une machine. Les mêmes effets surviennent dans Inception. Des manifestations du subconscient du rêveur attaquent les sujets parasites pour protéger son intégrité. Les deux scénarios racontent l'histoire d'amour d'un couple en désaccord sur la réalité du monde où il séjourne, semblant prisonnier d'une réalité holographique où les mêmes histoires se répètent inlassablement. Dans un premier temps, Mal est semblable à la femme brune de l'année dernière à Marienbad, campée par Delphine Seyrig, et ne veut pas sortir du rêve. Après l'inception de Cobb, elle n'arrive plus à croire en la matérialité de la réalité tangible. Les deux personnages féminins finissent acculés à la folie. Les subterfuges communs à ces deux films, l'usage de lieux de caractère, le recours à la mise en abîme, l'isolation des personnages dans une architecture qui va donner son rythme au récit, traversent tout le cinéma de Nolan. Elle rend lisible l'intrigue en lui donnant des points d'ancrage aisément identifiables. Pour conclure, et récapituler mon intervention sur la structure des films de Nolan et leur qualité ludique, j'aimerais reprendre les mots du mari dans l'année dernière à Marienbad. Le mari, à droite, interprété par Sacha Pitoeff, s'adresse à l'homme, Giorgio Albertazzi, et l'invite à jouer avec lui. Je vous propose un autre jeu, plutôt un jeu auquel je gagne toujours. Si vous ne pouvez pas perdre, ce n'est pas un jeu. Je peux perdre, mais je gagne toujours. Essayons. Le dispositif que construit Nolan dans chacun de ses films nous place en tant que spectateurs dans la même position que l'homme de l'année dernière à Marienbad. Nous savons que nous serons leurrés face à la mécanique bien huilée de ces scénarios. En d'autres termes, que Nolan l'emportera toujours. Et pourtant, nous revenons inlassablement à ces films. Je vous remercie. Alors, sur ces notes ludiques, moi je vous propose de commencer par s'intéresser à quel moment Christopher Nolan émerge en période de cinéma, et donc comprendre pourquoi en fait Nolan, on a souvent dit à travers des critiques que ces films avaient parfois une dimension ludique, voire vidéoludique, et de se poser la question aussi, puisqu'il l'a évoqué dans une interview qu'on verra tout à l'heure, de quelle manière, s'il y a des références au jeu et s'il y a un rapport presque suggéré interactif, comment on pourrait envisager une adaptation de ces œuvres, ou bien même une œuvre inédite, pas forcément en lien avec ces films. Vous remarquerez d'ailleurs, pour la petite anecdote, que sur cette photo en haut à droite où on voit son film Tenet sur une Game Boy, c'était une personne qui a fabriqué un système pour le voir sur une ancienne console au moment où Nolan disait que pendant la pandémie, qu'il fallait absolument qu'on voit ces films au cinéma. Donc c'est lui rendre hommage. Alors, donc Christopher Nolan, on l'a découvert dans les années 90, à un moment où on sent un peu une vague dans le cinéma américain de films qui ont des temporalités un peu déconstruites. Donc, moi, j'ai mis une image de Pulp Fiction parce que ça me paraît assez iconique pour les années 90, mais je pense que chacun a ses références. Je vous en ai mis un peu en bas quelques films, mais il y en a plein d'autres. Je vois que j'ai pas mis Le jour de la marmotte ou Un jour sans fin. Donc voilà, c'est qu'un exemple, il y en a plein, mais il y a une espèce de vague assez dans le cinéma indépendant, ou en tout cas qui démarre indépendant,
Et donc, faut essayer de comprendre pourquoi ça émerge, ou plutôt, comme on l'a vu avec Donatien, ça réémerge. Et donc, les explications, c'est que, c'est des hypothèses, hein, il n'y a pas de certitude, mais c'est qu'il y a déjà une circulation des œuvres plus fortes, avec notamment les VHS, les ciné-clubs, etc. Bon, il y a Internet aussi, hein, parce qu'évidemment, c'est plus la fin des années 90 avec Nolan. Et donc, peut-être qu'il y a une redécouverte d'un certain cinéma européen qui était très empreint de ce rôle actif et ludique dans les années 60. On peut aussi se dire que il y a l'envie d'immerger encore plus, et donc d'être dans des postures un peu plus mentales, donc dans des réalités intérieures un peu plus fortes. Et il y a aussi cette idée que, comme arrive dans l'industrie du cinéma des outils numériques comme la démocratisation du montage non plus sur bande, mais du montage sur ordinateur, on peut plus faire un peu n'importe quoi. Donc on peut faire plein d'essais, ça nous coûte pas cher, c'est pas, ça demande pas à chaque fois des opérations très compliquées, un CTRL-Z suffit, et donc quelque part on peut un peu s'amuser à mettre le puzzle en marche. Et aussi, je pense que c'est important de le dire, puisqu'on voit que ça a été le cas sur pas mal de cinéastes émergents aux États-Unis, déstructurer le récit, ça coûte pas très cher. Voilà. Et c'est pas forcément non plus des scénarios extrêmement complexes quand on les remet dans l'ordre. C'est surtout le concept qui est complexe, mais pas forcément l'histoire. Voilà. Et donc c'est un peu, enfin, je le vois un peu comme ça. C'est un peu une recette gagnante pour sortir du lot. Un peu comme les films d'horreur, Blair Witch, Shrek, etc., dans une autre vague, nous mettaient aussi dans un rapport de subjectivité à l'image. Voilà, donc des stratégies gagnantes. Alors, sur les récits déstructurés, on a vu pas mal d'exemples américains, mais je voudrais quand même un petit peu rendre hommage à l'animation japonaise, qui avait quand même un petit peu bien senti la chose. Alors, Perfect Blue est à peu près de la même époque, mais en haut à droite, on a une image de Lamu Beautiful Dreamer, dans lequel on est aussi dans une image labyrinthique. Donc c'est un film de Mamoru Oshii, donc le réalisateur de Ghost in the Shell. Ça, c'est un film qui est sorti dans les années 80 et qui est autour d'adolescents qui se retrouvent dans une maison qui les met hors du temps, où ils se rendent compte à un moment qu'ils sont dans un rêve et que se passe toujours le même jour. Et donc ça, moi, je vois surtout le rapport avec Un jour sans fin, mais bien évidemment que ça renvoie à Inception, et donc on avait déjà ce travail autour de la structure assez forte. Et puis, évidemment, Paprika, dont pas mal de personnes ont fait le rapprochement dans certaines mises en scène, notamment au début sur le tutoriel du rêve où Paris se met en deux, en miroir, etc. et les interactions avec le miroir. Bon, il y a des scènes qui jouent pas mal, mais j'ai envie de dire que ça soit Nolan ou son équipe qui lui aurait suggéré sans qu'il soit au courant, c'est quelque chose qui arrive très souvent avec le cinéma américain, puisque Aronofsky avait aussi carrément acheté des plans de films de Satoshi Kon. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire qu'en fait, même avant les années 60 ou les années 90, en fait, on avait déjà l'idée, alors peut-être pas de déstructurer, mais l'idée d'une manipulation temporelle de la cadence d'image, et donc quelque part de se saisir ou d'un rapport du cinéma différent au temps, qui démarre dans sa période avant que les règles du cinéma tel qu'on le connaît soient fixées. Et donc, il y avait tout un tas d'inventions. Je ne vais pas vous les faire toutes, c'est assez long, mais moi, j'ai retenu surtout le mutoscope, qui est
de mes objets préférés, dans lequel tout simplement vous voyez des images, donc c'est une expérience individuelle, et dans lequel vous aviez la maîtrise du temps, un peu comme avec un livre, vous avez la maîtrise de la page. Et donc on pouvait s'amuser à cadencer l'image. Et donc il y a un premier rapport ici d'interactivité qui, je pense, ça ne vous aura pas, vous n'aurez pas raté ce rapprochement avec le magnétoscope, voilà, et tout ce qui nous permet d'avoir un autre rapport, je dirais une extension de notre cinéphilie, voilà. Alors, autre film qui suggère quelque part que le cinéma, dès ses débuts, est un peu hésitant dans la spectature, c'est le fameux Oncle Josh qui, vous allez voir, a un désir très fort d'interaction et je vous laisse découvrir. Alors, faut que je prenne ça. Donc c'est une période où c'est une découverte, le cinéma, donc on ne sait pas encore trop, même si c'est le réel ou si c'est un rêve. Ouais, il a l'air très emballé, hein. Le fameux train. Donc il est comme l'anecdote qu'on connaît, il ne voulait pas se faire écraser par le train, donc il voulait sortir, et donc vous allez voir par la suite, il est toujours intrigué, il dit toujours comment peut-être que... Pas content. On va en découdre. Et du rêve, on arrive à la réalité. Donc voilà, on est vraiment, vous voyez, très en avance sur notre temps, puisqu'on est carrément dans un cinéma haptique de réalité virtuelle, où on sent même les choses derrière l'écran. Donc, c'est pour vous indiquer à quel point il y a un désir d'interactivité, ou en tout cas d'un rapport assez actif, en fait, dans le rapport à l'écran. Alors, la déstructuration aussi, on l'a assez tôt au final avec, pour moi, Dziga Vertov, dans le sens où filmer la ville dans tous ses états, avec beaucoup de sensations dans la manière de le monter, de travailler vraiment le montage comme écriture, de mettre en abîme le cinéma, et pour moi une première tentative un peu de travailler avec le temps, à travers le montage, pour nous faire comprendre une plus grande idée que juste des causes-conséquences. Voilà, donc ça c'est un exemple encore avant Nolan. Et bien sûr, on revient à ce que disait Donatien avec tout à l'heure Les Arts de la mémoire. Donc, je voulais quand même rappeler un premier film de Piala, très très étrange, parce que c'est le seul moment où il est un peu là-dedans, sur le temps, la mémoire, le deuil, etc. C'est un film qui s'appelle L'ombre familière et qui sort à peu près à la même période, c'est à peu près dans la même période que donc La Jetée, et évidemment l'année derrière À Marienbad, qui constitue un peu le volet où, avec le nouveau roman, on réfléchit comment manipuler le temps, comment faire émerger d'autres
d'autres idées dans l'association. Et donc, évidemment, cette période est caractérisée par le passage à la modernité au cinéma face au modernisme littéraire. Et donc, on commence à être dans une... comment dire ? Les gens sont assez habitués maintenant au cinéma et à sa grammaire, je dirais, depuis Griffiths, quoi. Et donc, les rapports d'échelle... bon, il y avait, on n'a pas dit quand même aussi Orson Welles, hein, qui était quand même déjà dans une tentative assez intéressante de reconstitution de ce personnage journaliste. Donc, chez Hitchcock aussi, le rapport au suspense, on l'a lu dans Truffaut, Hitchcock, la partie qui se joue quand il y a une bombe sous la table et que seul le spectateur est au courant et que les protagonistes ne le sont pas, évidemment qu'il y a un qu'est-ce qui va se passer assez ludique de se dire, voilà, qu'est-ce qui va advenir de cette situation. Donc ça, c'est une partie du jeu, c'est pour ça qu'il y a Hitchcock. Et on a après, donc, comme le formule Deleuze, sur l'image-temps, le changement de la perception du temps et de l'espace, donc qui va lier évidemment à des films qui ont attrait comme thème la mémoire. Voilà. Donc c'est l'émergence d'une forme de cinéma qui nous sollicite plus en tant que spectateur, parce qu'il faut arriver à resituer qui, quoi, où, quand, comment. Tandis qu'avant, c'était, voilà, on était dans le train, on est parti, et tout est assez fluide. Voilà. Alors, dans les années 60, il faut aussi relever ce démarrage un peu dans le cinéma expérimental une forme, on pourrait dire là, vraiment d'interaction, parce qu'avant, c'est plus, je dirais, un rôle actif, mais nous n'avons pas, comme Oncle Josh, la possibilité de changer la fin ou de l'arrêter. Là, donc, Kino Automate de Radus Sincera, c'est un film qui s'est présenté en salle avec lequel il y a des embranchements, et donc on fait voter le public pour arriver à plus ou moins pas exactement des fins différentes, mais en tout cas, voilà, une navigation. Donc c'est dans un registre qui est assez comique. Et donc, voilà, il y avait ce vote. Donc c'est vraiment la première fois qu'on expérimente ça. Donc ça fait assez date. Et donc, c'est à un moment qui arrive dans les années 60, où il ne faut pas oublier, il y a la télévision qui vient concurrencer, mais il y a aussi, évidemment, le jeu vidéo, qui, bon, a été... la date est toujours fluctuante sur le jeu vidéo, mais on va dire que celle qu'on retient en général, c'est 1962 avec Space War, et ensuite, c'est Pong. Donc Space War étant une fiction empreinte de la guerre froide, fiction vidéoludique, et Pong, une pure simulation. Ça sera important parce qu'on y reviendra. Cette dichotomie à la naissance du jeu vidéo va structurer après son destin. Et donc là, en me replongeant un peu dans les livres d'histoire, on a toujours un peu en tête comme ça que le jeu vidéo, c'est un truc qui nous intéresse pas trop, qu'on est toujours un peu avec une... Il y a une connotation assez négative qui reste. Et pourtant, je peux vous dire que pour les manias du cinéma et de l'industrie, ils étaient super intéressés parce qu'ils se sont dit on va se faire un paquet de fric avec. Et donc, dans les premiers qui se sont intéressés, je ne me rendais pas compte à quel point c'était proche. Mais donc Nolan Bushnell, qui a fondé Atari, il faut savoir qu'il s'est fait racheter en 1976 par la Warner, donc qui produit aussi les films de Christopher Nolan, donc ça va nous intéresser. Et très tôt, des personnalités comme Steven Spielberg ou George Lucas auront cette ambition à un moment où le cinéma est déclinant, il faut le rappeler quand même, un moment où les gens ne vont plus en salle. Bon, il y a l'invention du mall qui va faire qu'on va regrouper le temple de la consommation avec les cinémas. Et donc, il y a l'idée d'une convergence des médias, notamment vidéoludiques, en se disant que peut-être le cinéma serait, accrochez-vous, le software
pour vendre d'autres produits dérivés que seraient notamment donc, des livres, des jeux, des objets, des jouets, des parcs d'attractions, comme vous le savez. Et donc, c'est comme ça un peu que ce pacte, le premier mariage, j'ai envie de dire, donc d'abord une raison pas artistique, hein, une raison donc économique, et en même temps déjà les questions de peut-être une convergence artistique ou en tout cas une expérience élargie du cinéma. Donc là-dedans, je vous ai donné quelques exemples, notamment donc la licence Star Wars, parce que c'est vraiment un des premiers univers qu'on pense de manière transmédia. Donc transmédia, c'est-à-dire avec la volonté que ça se décline sur plusieurs supports artistiques, enfin médiums, que ce soit livres, jeux vidéo, etc. Mais avec chacun un angle différent, une histoire, un récit différent qui nous donne à chaque fois à découvrir, quoi. Que ça ne soit pas une répétition décevante, quoi. Donc le premier Star Wars qui nous met directement au cœur de l'action, hein, c'est nous, le héros qui tire sur les comment ça s'appelle ça, c'est les voilà, les Starfighter, voilà. Et donc ça, c'était en salle d'arcade, donc joué dans un endroit non loin du cinéma. Et puis, donc cette image aussi dont je voulais rappeler quand même, donc le jeu vidéo investit le salon et donc le support de la télévision, et montrer aussi à quel point le jeu vidéo était populaire pour tout le monde à l'époque, c'est-à-dire peut-être un peu moins genré qu'on ne le parle depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire que les premières publicités, c'était bien évidemment toute la famille. Voilà ce qui a changé par la suite avec la crise du jeu vidéo dans les années 80, où là, Nintendo a repris les rênes pour fabriquer le fameux gamer, quoi. C'est vraiment masculin avec la Game Boy. Faut pas croire que c'est juste des choses gentilles, Nintendo, avec Super Mario, etc. Il y avait plutôt l'idée d'une masculinité militarisée, et qui a amené tout un tas de jeux violents, etc. Et un autre positionnement marketing. Alors en bas, on est sur un jeu qui s'appelle Maniac Mansion, qui a été fait par le studio de George Lucas, donc qui était LucasArts, et qui est un jeu qui a une forme assez interactive, c'est-à-dire qu'on doit venir sauver une de nos amies, donc c'est une bande d'adolescents, et donc on se déplace à la souris, et on a un peu des choix pour prendre des objets, sortir, on se fait plus ou moins poursuivre, et c'était déjà assez novateur comme approche en fait de fusion entre une idée d'interaction et de pouvoir agir sur l'action, et l'idée de mélanger une histoire, et donc c'était assez déjà assez élaboré cette hybridité-là. Et donc, on voit bien à quel point, à cette époque, on tentait déjà beaucoup de choses pour rapprocher une narration et surtout impliquer le spectateur. Je dis bien aussi que dans l'art contemporain, il y a eu des expérimentations au niveau CD-ROM. On en a aussi avec le cinéma et toujours un peu comme Kino Automate, on va faire des choix, etc. Donc, sur plein de manières différentes, on essaye finalement d'impliquer, on ne peut pas vraiment dire spectateur, mais on essaye de créer une posture qui nous engage plus, qui nous immerge plus dans un récit. Alors, tout ça a donné, dans les années 2000, à la fois en exemple et sous forme théorique, un rapprochement donc, qui a été formulé par plusieurs personnes, donc Henry Jenkins, avec la théorie du transmédia storytelling. Donc c'est ce qu'on a vu finalement avec, quand je vous ai évoqué Star Wars, c'est-à-dire l'idée de décliner et que tout ça fasse partie d'un même univers qu'on découvre par plusieurs portes médiatiques. Et une autre théorie aussi de tous ces rapprochements qui ne sont plus qu'économiques au niveau du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'on commence dès les années 2000 à avoir des films qui s'inspirent des structures de jeu de manière assez évidente, et donc elles arrivent sous, on va dire, ces relations, Bolter et Gruzin les ont formulées sous 4 catégories. Donc la première, c'est le commentaire, le fait que dans un film comme The Wrestler, une partie avec Mickey Rourke et son voisin jeune
il joue à un jeu mettant en scène Mickey Rourke. Et donc, ce jeu-là fait office de clin d'œil, puisqu'on voit le jeu dans le film. Et en même temps, le gamin parle d'un autre jeu qui est connais-tu Call of Duty? Et donc là, on fait un commentaire sur le jeu. Si on est dans Tomb Raider ou Super Mario, pour parler des licences un peu plus récentes, ici, on est dans le cas de l'adaptation. Voilà. Et si on est dans le cadre de Christopher Nolan, on serait plutôt dans la remédiatisation. C'est-à-dire le fait de réutiliser des règles ou une esthétique qui se réfère aux jeux vidéo pour structurer le récit ou structurer un monde ou une esthétique. Un des exemples les plus frappants, donc à la fois, si vous êtes arrivé à me suivre, de transmédia storytelling et de remédiatisation, voire de clin d'œil, citation, commentaire, etc., c'est donc Matrix. Et donc déjà, rien que le choix de la pilule rouge ou de la pilule bleue, le fait d'être avec une interface pour rentrer dans un monde virtuel dans lequel on a des super pouvoirs, etc., et la structure très schéma actentiel rappelle fortement le jeu vidéo. Et donc, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est qu'à la sortie de Matrix, mais pensez dès le départ, il y avait un jeu vidéo qui est sorti en même temps, et il y a eu une série d'animations qui s'appelait Animatrix, et donc dans lequel on avait plusieurs courts-métrages qui étendaient l'univers, mais sans répéter. C'est-à-dire que vraiment, on était soit dans une préquelle, soit dans une séquelle, etc. Et donc, on jouait, et surtout avec des esthétiques différentes, quoi. Donc ça, c'était... je trouvais que c'était un exemple assez fort de tous ces rapprochements. Et on arrive à Christopher Nolan, qui du coup, bien qu'étant affirmé très fortement dans un cinéma classique, argentique, il faut aller au cinéma, il faut acheter mes Blu-ray, il dit quand même ça en 2010, de manière assez étonnante. J'ai toujours imaginé Inception comme un monde où beaucoup d'autres histoires pourraient se dérouler. Pour l'instant, la seule façon d'y parvenir est de développer un jeu vidéo dont l'action se déroule dans ce monde. Donc ça, c'est quand on lui demande « est-ce qu'il y aura une suite ?» Et donc lui, il répond par jeu vidéo. C'est quand même assez étonnant. Voilà. Donc, moi, je sens qu'après Batman, on s'est dit « c'est quand même chouette, des univers que je vois décliner, alors qu'à la base, c'était une BD, il y a les jeux, etc. » Bon, c'est le moment que je fasse mon Nolanverse, quoi. Donc, c'est le début du Nolanverse, où il se dit « on va décliner Inception sur tous les supports ». Et d'ailleurs, Inception, je rappelle que son producteur exécutif, dont j'ai plus le nom tout de suite, a fait 2 comics sur Inception. Et donc il a démarré le chantier d'adapter son jeu vidéo Inception à cette époque-là. Et comme on va le voir, il n'a pas forcément réussi. Et on va découvrir pourquoi. Donc ça, c'est donc Christopher Nolan en 2020 qui nous dit « Pour Inception, nous avons été loin dans l'adaptation en jeu vidéo, mais à réaliser des jeux est complexe et chronophage. L'industrie du jeu vidéo est difficile et il ne s'agit pas juste d'exploiter une marque établie. » Donc là, on voit bien qu'il ne veut pas juste faire le marketing en posant un nom pour que ça vende. Et mon temps et mon énergie sont dédiés au cinéma, mais l'idée d'une adaptation m'intéresse. C'est un monde incroyable. Donc je rappelle par exemple, dans les échecs commerciaux de jeux où on n'a pas vraiment vu comment ça avait été adapté, E.T., c'est quand même un jeu qui a vraiment pas du tout marché et qui a, je crois, légèrement anticipé le big crash de l'industrie du jeu vidéo en 83, qui n'a failli jamais s'en remettre. Donc c'est bien important quand même d'être un petit peu derrière pour savoir ce qui se fait. Et donc, je vous montre alors un jeu vidéo adapté d'un des films de Nolan. Donc c'est Batman Begins. Alors je sais pas vraiment s'il est adapté. Je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est-à-dire qu'il n'a pas participé directement au développement du jeu. Donc là, on dirait que c'est donc du cross-média, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est venu du fait du succès du film, et là, on décide que, mais ça n'a pas été pensé comme un tout, comme par exemple Matrix. Donc, l'exemple est intéressant pour voir comment un jeu fait assez rapidement s'organise par rapport au film. Passer d'une phase de jeu directement à une cinématique qui est en fait un extrait du film. Donc
Ça, c'est quand même quelque chose d'assez rare et qui est une parfaite continuité. Par contre, là, on a vraiment des ellipses assez fortes. Enfin, moi, quand j'ai revu, je ne comprends pas forcément. Et donc, finalement, ça nous dit que ce n'est adressé qu'aux gens qui ont vu le film. Et donc là, c'est un peu problématique quand même. Whoever's pulling their strings, whatever it is that's coming to Gotham. Is Ra's al Ghul immortal? Are his methods supernatural? Or cheap parlor tricks to conceal your true identity, Raz. Et en plus, on a un cutscene, c'est-à-dire qu'en fait on prend une cinématique mais qui est fait là dans le moteur du jeu vidéo, donc il faut être souple quand même. C'est à la fois des séquences cinématographiques dans un jeu fait avec le moteur, plus un rapport avec la prise de vue réelle, plus un rapport de jouer. Donc c'est un peu particulier. Le jeu n'a pas eu tant de succès que ça, mais par contre derrière il y a eu d'autres Batman qui ont plus de succès. Autre exemple, Interstellar. Donc encore une fois, il n'a pas participé à ça, donc une simulation ici d'Interstellar avec l'idée de fabriquer son univers. Donc on est quand même beaucoup dans la... Voilà, donc ce jeu, pas de succès, personne n'était vraiment au courant, il est désactivé, on n'a plus accès. Bon, on explore. On va dire que c'est le Flight Simulator de Christopher Nolan. Voilà, au lieu des avions, on a une fusée. Bon, pourquoi pas. Et puis, bizarre, encore ce fameux producteur exécutif qui ne se lasse pas de faire des cross-médias. Et donc, après avoir fait 2 BD de Inception, il fait un jeu textuel d'Interstellar dans lequel vous avez des choix à chaque fois. Donc, ça rappelle un peu les jeux des années 80. Donc, très étrange. Alors, dans le rapport interactif, donc là on arrive vraiment sur... ça fait un peu peur là, mais il faut en parler quand même. Donc dans ce rapprochement toujours économique, moi je vous ai dit, on parle là que c'est des problèmes avec Netflix, Disney et tout ce qui se passe, la VOD, etc. En fait, c'était déjà problématique avec le nouvel Hollywood, et donc ça ne fait que continuer, on fait que des boucles de problèmes. Donc c'est quand même un espoir peut-être que le cinéma peut s'en sortir. Donc, dans le rapport de l'interactivité, au-delà de la posture d'un spectateur qui s'amuse à faire les puzzles, on a l'idée peut-être, avec Netflix, qui nous vole toute notre data, en fait, de créer des films sur mesure. C'est-à-dire que, comme il y a des choses qu'on n'aime pas trop, maintenant, on se dit on va laisser le choix aux spectateurs, même avant de faire votre menu. Voilà, une bonne ubérisation du cinéma. Et donc, on pourrait changer la fin, on pourrait changer le début, on pourrait changer les acteurs, les actrices, on pourrait même changer de genre. On pourrait passer du thriller à la comédie musicale. Donc ensuite, tout ça, on pourrait, à force que ça apprenne de nos goûts, ça pourrait même nous faire des propositions. Et donc tout ça grâce à l'IA. Et on partirait juste d'une version un peu brute, voilà, du film, qui serait bien évidemment générée en intelligence artificielle. Donc là, c'est vraiment le spectateur comme auteur. Moi, je ne sais pas, peut-être que René n'aurait pas dû dire cette phrase dans le trailer en disant on est co-auteur, parce que ça a donné des idées. Et donc, on est dans une interaction capitaliste où donc on a toutes les options de personnalisation. Donc, on a un peu un rapport bizarre d'auteur qui serait une perte d'intégrité artistique. Et donc, je cite finalement Godard, qui lui aussi a foutu le bazar, puisqu'il donne le là pour Netflix en disant le cinéma substitue à notre regard un monde qui s'accorde à nos désirs. Bon, voilà, le désir de faire ce qu'on veut des films qu'on nous présente. Donc ça, c'est une possibilité de convergence et d'un rapport actif auquel Nolan anticipe par la spectature qui nous apporte cette tendance du cinéma à venir. Et puis, on revient sur Matrix, qui récemment, en jeu vidéo, là, nous plonge vraiment dans une immersion extrêmement forte dans lequel on ne sait plus vraiment distinguer le film du jeu. Donc là, on est dans une cinématique qui est cette fois-ci fait en cutscene, mais avec un rendu extrêmement photoréaliste. Et là, une partie de jeu dans laquelle on fait quelques actions extrêmement guidées. Bon, visiblement, ça suffit à certaines personnes en jeu vidéo pour aimer voilà, cette déclinaison-là. C'était pour vous montrer à quel point tout converge. D'autant que
les moteurs de jeu qu'on voit ici sont utilisés aujourd'hui pour faire des films. Je passe un peu rapidement. Et donc, ensuite, de revenir finalement sur la définition du jeu, parce que là, on voit beaucoup de choses se référant aux jeux vidéo, au jeu, et Nolan, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Donc, je donne quelques définitions. Donc, Lévi-Strauss, pour lui, le jeu est défini par l'ensemble de ses règles. Roger Caillois, c'est une activité libre, séparée, incertaine, improductive, réglée, fictive, et donc il fait 4 catégories: l'agone, l'aléa, le mimicry et l'ilinx. Donc, pour revenir sur le jeu qui était présenté dans Marianne Bad, si c'est un jeu auquel je gagne toujours, il n'y a pas d'enjeu, donc il n'y a pas d'agone en fait, il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu c'est avec les autres, mais c'est aussi avec soi-même. Là où en fait Nolan il rajoute sa couche ludique dans ces 4 catégories, c'est que lui il rajoute beaucoup d'ilinx, comme il le dit, il rajoute beaucoup d'explosions. Donc on a le vertige, on a la sensation, on a le cinéma forain, et finalement il remplit les 4 catégories de Caillois, mais on reste toujours dans un ludus, c'est-à-dire un jeu dont il gagne toujours, parce que c'est lui qui fait ses propres règles pour qu'on soit dans cette spectature-là, et on n'est pas dans le païda où on reconfigure en choisissant l'acteur, l'actrice, etc., comme vous l'avez vu. Chez Winnicott, plus intéressant, on est dans un espace intermédiaire qui est ni complètement notre réalité intérieure, ni notre réalité extérieure, et donc finalement, elle dépend de notre attitude à jouer. Et donc c'est là où moi je différencierais un peu le jeu, le rôle actif au cinéma, du jeu vidéo, et bon, on va le voir pourquoi, et même du jeu globalement, parce que le jeu est une attitude qui est un peu liquide, qui bouge en fait de catégorie. Et donc ça, c'était développé chez Henriot. Alors, jeu vidéo versus cinéma, et ben finalement, le jeu vidéo, c'est une fusion de toutes ces technologies, parce qu'on a toujours un rapport instrumental, on a la narration, le principe ludique, et au cinéma, on a beaucoup l'empathie via le montage, le plan rapproché, comme on l'avait avec Griffiths. Et dans le jeu vidéo, c'est assez difficile. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, sur Bandersnatch, qui est le jeu interactif à Netflix où on incarne et on fait les choix. Ils disaient, j'arrive pas trop à m'incarner dans les personnages parce qu'en fait, on n'est pas dans ce rapport-là. Donc ça, c'est une grande différence. Et donc, l'immersion dans le jeu vidéo, elle est plus sur une manipulation, tandis que sur le cinéma, c'est cette position un peu plus rêveur, quoi. Voilà. Alors, Nolan, film, jeu ou jeu-film, ben c'est ce qu'on va voir. Souvent, on m'a cité pour Nolan, en fait, des jeux où on manipule le temps. Moi, je trouvais que ça, c'était un peu gimmick. Et donc, j'ai envie de vous montrer ce que pourrait être finalement une adaptation de Nolan avec Inception en jeu. Et donc, oui, Tenet aussi. Et donc, je vais vous montrer une série de jeux qui, moi, je trouve, dialogue avec Nolan et nous donne un peu ce que pourrait être un jeu de Nolan. Donc, un premier jeu qui s'appelle 12 Minutes, dont on va découvrir la bande-annonce. Il me reste. I have a surprise for you. Okay. You want to guess what it is? This is an outfit for a newborn. You bought it this morning. You wanted to surprise me. I'm sorry. You're pregnant. You know? I know because you already gave it to me. This has happened before. What are you talking about? What's going on? Someone is coming. He's going to hurt us. He says you killed your father. I need to know what happened. Why are you doing this? My father died. Died of a heart attack? No, I didn't have anything to do with... Any second now, he's gonna knock on that door. Help me. This isn't happening. This can't be happening. Police, open up. That's him. Did you call the police? We have a warrant. Please open the door. I didn't do anything. We're here to help. Don't listen to him. I'm your only chance. Open the door, right now. You know me. I love you. You have to believe me. Stop. No. You're under arrest. No. Hey! You're home. What are you doing? Are you okay?
Donc c'est un jeu, on démarre toutes les 12 minutes la même histoire, donc ça vous rappelle quoi? Ça vous rappelle bien évidemment Memento, sauf que la différence entre le joueur et le personnage principal de Memento, c'est que nous on se souvient à chaque fois de la partie qui s'est passée avant. Et donc c'est comme ça qu'on avance en faisant des choix différents. Et donc le jeu nous propose ce rapport que je trouve assez proche des films de Nolan, sauf que nous on n'est pas amnésique. Hein. Voilà. Alors autre jeu, c'est Return of Obra Dinn. Donc un jeu où il y a eu plein de gens qui sont morts sur un bateau qu'on retrouve, et donc on joue quelqu'un qui est responsable des assurances, et donc on va venir enquêter sur ce bateau, et avec notre montre, à chaque fois qu'on va vers un cadavre, on peut revoir la scène qui se joue, et on commence à en fait noter tout ce qui est sur les personnages, et essayer de reconstituer ce qui s'est passé. Donc ça c'est encore un autre jeu qui dialogue avec les films de Nolan. Et ensuite Her Story, donc un jeu autour d'une femme qui est interrogée à propos de la mort de son mari, et évidemment il y a des suspicions sur elle, et donc on découvre ces documents en étant dans un ordinateur comme un enquêteur. Et donc la manière dont on va interagir avec les documents va nous donner un autre point de vue, notre perception va changer dans le temps. Hurt someone. You think it's murder? Donc là, c'est la fameuse interface. I'd like to speak to a lawyer now. You have no murder weapon. You have nothing. And all these stories we've been telling each other. Just that. Stories. Donc j'en ai encore plein, mais quand on arrive vraiment sur la fin, je vais vous en montrer un dernier, donc Braid, qui est un jeu intéressant qui est sorti en 2008, vraiment dans la première vague du jeu indé, enfin la revival du jeu indé qui était autour de 2008. Donc c'est un jeu qui est une espèce de pastiche de Super Mario, donc on a bien une princesse à sauver, mais plus intéressant, parce que peut-être que cette princesse n'est pas à sauver. Et donc c'est un jeu qui dialogue à la fois, je dirais, avec Memento, avec Inception, un peu avec Interstellar aussi, et surtout avec Tenet. Et donc je vous laisse découvrir la bande-annonce aussi. Alors, donc en conclusion, après tous ces jeux qui résonnent un petit peu avec l'univers de Nolan et la spectature dans laquelle il nous met, je m'autorise une petite hypothèse de qu'est-ce que pourraient être ces jeux, et je voudrais quand même vous montrer à la fin, pour terminer, qu'est-ce qui se passe à la fin de ce jeu. Donc, pour moi, Nolan, déjà, il nous parle dans son interview de MMORPG, donc je pense qu'il a une idée de jeu en ligne, et donc si on prend Inception, on pourrait imaginer un monde où on débarque qui est procédural, c'est-à-dire qui change à chaque fois, peut-être qu'il serait inspiré de données personnelles dans lesquelles on mettrait des choses, donc peut-être nos pires cauchemars, nos pires rêves, quelque chose qui
s'adapte à notre personnalité et dans lequel on devrait jouer en coopération, parce qu'évidemment, dans le film, chacun a son petit rôle entre celui qui met la potion pour dormir, celui qui conduit, etc. Alors imaginez la scène, s'il y a quelqu'un qui conduit, qui se fait tirer dessus comme dans Matrix, moi qui suis en train de skier pour faire le truc, et comme l'autre, il conduit un peu mal, bah, du coup, il y a tout mon monde qui tremble, je me prends l'avalanche, etc. On peut imaginer cette espèce de monde multijoueur, mais qui pourrait être sur 10 couches. Pourquoi rester à 4 ? On pourrait aller à 10, 20, jusqu'à ce que ça soit un énorme chaos. Et là, ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est que si je perds, je suis dans les limbes, et en fait, il faut que j'attende qu'il y ait quelqu'un qui vienne me libérer, donc je peux attendre des semaines. Et puis si vraiment on ne me libère pas des limbes, et ben je meurs et en fait je peux plus jouer au jeu. Alors, on peut imaginer que ça s'arrête complètement de jouer et donc on ne peut plus du tout jouer à l'univers de Nolan. On peut aussi imaginer des manipulations du temps dans les deux sens, comme on l'a vu en fait ici, mais ça serait en 3D. Et comme je disais, voilà, ça c'est des possibilités, mais en fait Nolan, je pense, a besoin de l'intelligence artificielle pour sortir en fait des arborescences, comme on le voit depuis en fait Kinotomate jusqu'à Bandersnatch. En fait, on est toujours limité à des fins qui résonnent un peu toujours de la même manière. Ce qu'on aimerait vraiment, c'est que ça s'adapte à notre attitude ludique, c'est-à-dire à notre manière d'interpréter ou d'agir. Et donc ça toucherait en fait à une écriture qui est moins celle d'un auteur qui a l'autorité que d'un contexte de simulation dans lequel émerge une narration. Et donc, en exemple d'expression vidéoludique, j'aimerais vous montrer cette fin de Braid pour que vous compreniez ce que c'est que de sauver une princesse ou peut-être de ne pas la sauver. Donc là, on court pour l'aider, normalement. Le temps est en reverse. Et maintenant, on est au présent, en normal. Et en fait, toute cette quête, on a fait sur 2 niveaux, n'était autre que un réarrangement de la pensée et de la perception de ce soi-disant héros qui, en fait, la poursuit inlassablement alors qu'elle veut le fuir. Donc on est quelque part entre Memento, Inception, au niveau de la thématique. Voilà. Je vous remercie.